Bonjour chers amis, nous sommes le mercredi 20 mars 2018, vous êtes sur Paix et Guerre, notre petit rendez-vous hebdomadaire et aujourd'hui je veux faire une émission à deux entrées si j'ose dire. Un point sur le Moyen-Orient, sur ce qui se passe au Moyen-Orient, je pense que c'est important. Et puis, quelques nouvelles tristes ou inquiétantes, au choix, ou à vrai dire les deux, du pays des bruits de bottes. Des pays des bruits de bottes, vous savez de quel pays je parle. Alors, commençons par le Moyen-Orient. Je dirais que la situation est un peu en suspens. On est un peu sur une ligne de crête entre le désastre ou la désescalade. Vous avez le représentant de la politique extérieure européenne qui a dit hier ou avant-hier, je crois, que Gaza était devenu non plus seulement une prison à ciel ouvert, mais un cimetière à ciel ouvert. On en est à un décompte macabre de plus de 30 000 morts, 31 000 morts, je crois. Il explique que la situation humanitaire est absolument catastrophique, ça tout le monde le sait. Les gens meurent de faim, les gens se jettent sur des convois, quand de temps en temps une micro-aide humanitaire, alimentaire, ne serait-ce qu'alimentaire, peut arriver jusque-là. Ça n'empêche pas l'armée israélienne de préparer, d'annoncer. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas encore lancé? Peut-être qu'ils ne le peuvent pas encore, mais d'annoncer une offensive au sud de la bande de Gaza, à Rafah, la frontière égyptienne, dont il est très probable qu'elle donnerait lieu, et les Égyptiens l'ont dit, je crois que c'est Al-Sisi lui-même qui l'a dit, à un véritable désastre humanitaire. Israël a l'air de dire que quoi qu'il en soit, cette offensive se fera, que la population palestinienne puisse être de nouveau rebalancée vers le nord de l'enclave ou bien qu'elle reste là. Donc Israël montre une très très forte détermination, enfin le pouvoir israélien. Mais la réalité, c'est que quand même les forces militaires israéliennes sont dans une impasse, au moins partielle, militaire, parce que vaincre le Hamas, même si c'est toujours l'objectif déclaré, l'anéantir, etc., ça paraît en fait assez peu possible. D'abord, on ne vainc pas une idée ou une idéologie, et il y aura toujours, et au contraire, ce qui est en train de se passer va nourrir cette engeance islamiste, et avec des modes d'action comme on les a vus le 7 octobre. Donc vaincre le Hamas, ça semble assez impossible, même au plan militaire, et même s'il y a une différence, il y a une asymétrie claire entre les forces militaires israéliennes, évidemment, l'aviation, et celle du Hamas. Mais voilà, moi je suis très très dubitative, comme beaucoup d'experts d'ailleurs, sur la réalité d'une victoire possible de Tsahal. Et puis évidemment, il y a la question du retour des otages. Alors là, le Hamas a proposé un plan de paix. Il l'a proposé aux médiateurs que sont les Qataris et les Égyptiens récemment. En gros, il s'agirait de rendre contre 700 à 1000 prisonniers palestiniens, de rendre les femmes, les enfants, les vieillards, de rendre aussi les femmes soldats israéliennes, mais là contre une centaine de prisonniers plus lourds, dirait-on, qui ont plus de signification, prisonniers palestiniens, donc à prendre probablement parmi ces 1000. De fixer une date de départ des forces de Tsahal de l'enclave, et ça Israël s'y oppose, et puis donc une date pour un cessez-le-feu, et une fois le cessez-le-feu intervenu, il y aurait la libération de tous les derniers otages contre tous les prisonniers se trouvant dans les prisons palestiniennes.
et aussi le retour des déplacés à Gaza. Donc on voit que ce plan du Hamas, dont on peut bien comprendre qu'il correspond à leur désir, à leur nécessité, la fin des forces d'occupation dans l'enclave, tout ça, ça paraît quand même au stade actuel assez peu jouable, voilà, comme plan de discussion, de négociation, et d'un point de vue israélien, ça ne paraît pas du tout jouable. Un autre point que je veux aborder, qui est en lien bien sûr, c'est l'incidence qu'a ce qui se passe en Israël et à Gaza sur la campagne présidentielle américaine et sur la nature et la force du soutien de l'actuelle administration démocrate, de la Maison-Blanche, envers Benjamin Netanyahou et sa politique. Il est clair qu'il y a des réticences, des résistances fortes au sein de l'administration actuelle, de l'équipe Biden en gros, face à ce qu'Israël fait dans la bande de Gaza, et même vis-à-vis du gouvernement israélien qui est quand même extrêmement extrémiste, si j'ose dire, et d'ultra droite. Donc il y a cette divergence. Il n'y a pas de bonne relation, d'ailleurs personnelle, entre les deux hommes, entre Biden et Netanyahou. Et en plus, l'électorat démocrate américain, et notamment l'électorat juif américain, qui est très majoritairement démocrate et très libéral. Mais pendant ce temps, en Israël, il y a quand même une évolution de la population israélienne qui est quand même en soutien majoritaire maintenant à la politique menée par Benjamin Netanyahou. Quelques critiques qu'on puisse être face à cette politique. Et donc, si vous voulez, en gros, il y a un bon 70 points, un bon 3/4 de l'électorat juif américain démocrate qui est libéral, donc qui est plutôt non pas pro-palestinien, mais qui est pour que l'attitude et l'action militaire de Tsahal contre les populations civiles palestiniennes s'arrêtent. Et en même temps, en Israël, il y a, d'après les sondages, d'après les derniers sondages, 3/4 de la population qui soutient cette politique. Donc c'est un hiatus très compliqué à gérer à Washington, parce qu'évidemment, comment dirais-je, Biden a besoin du soutien non seulement de l'AIPAC, comme d'ailleurs toute la classe politique, mais du soutien des juifs américains, des juifs démocrates américains, et aussi d'Israël, qui influe beaucoup, et on connaît les liens très forts entre la diaspora américaine et ce qui se passe en Israël. Donc il en a besoin, mais en même temps, il a toute une autre partie de son électorat qui, elle, n'est pas juive, et n'est pas libérale juive, mais qui est encore, j'allais dire, plus libérale, et qui est totalement révoltée par ce qui se passe en Palestine et à Gaza en ce moment. Donc c'est très compliqué à gérer. Il a manifestement peu de marge de manœuvre sur les décisions prises à Tel Aviv, et voilà, le pouvoir israélien est clairement, si vous voulez, à la main sur la Maison-Blanche plutôt que l'inverse. Donc ils sont un peu coincés, l'équipe Biden, sur cette affaire. Alors ça donne lieu à des déclarations finalement toujours un peu dans les deux sens, ou qui paraissent paradoxales, mais qui en fait visent à traiter tous les aspects du problème. Vous avez un leader démocrate au Sénat, Chuck Schumer, qui vient de dire je crois hier, que Benjamin Netanyahou pensait à son sort personnel avant de penser à celui de son pays, que ça allait beaucoup trop loin, qu'il fallait vraiment arrêter et trouver une solution. Et puis vous avez d'autres déclarations, et puis surtout vous avez toujours un soutien militaire fort
américain à Israël, ce qui permet de nourrir la guerre en fait. Alors, au-delà de ce qui se passe aux États-Unis sur ce sujet, bien sûr, la question c'est l'évolution de l'État d'Israël et d'Israël comme État de plus en plus perçu et montré comme un État paria du fait de ce qui se passe à Gaza, de ces pertes civiles épouvantables, qui ne sont absolument pas des dommages collatéraux. On est très très au-delà des dommages collatéraux et on est en pleine disproportionnalité, si vous voulez, de la représaille, de la réponse militaire israélienne à l'attaque du 7 octobre. Là, on est très 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 loin d'une proportion quelconque. Et comme en plus, il n'y a pas non plus de résultats militaires forts et qu'il y a encore des otages, eh bien, la réprobation mondiale est quand même très forte. Alors, bien sûr, on essaie de ne pas trop en parler, on essaie, notamment en France d'ailleurs, bon. Mais c'est quand même quelque chose de très important et c'est quelque chose qui devrait pousser les responsables israéliens, à mon avis, enfin, j'ai pas de conseils à donner, mais enfin, à sortir de cette dynamique macabre et qui est en fait complètement contre-productive, à mon avis, à la fois au plan de l'efficacité militaire et au plan de la perception qu'une partie du monde de plus en plus importante a maintenant d'Israël, pour rechercher quand même les voies d'un apaisement. Alors, d'un apaisement avec l'ennemi, hein, on ne parle pas là encore de s'aimer d'amour tendre, mais il faut que ce massacre s'arrête. Et il faut que l'aide humanitaire parvienne de manière massive à l'intérieur de la bande de Gaza et que les populations puissent juste au moins survivre, se nourrir pendant que des négociations auraient lieu. Enfin, c'est vraiment une question, à mon avis, d'humanité de base. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la réaction ou les dernières déclarations de Donald Trump. Il a dit récemment, puisqu'on sait que l'attaque du Hamas a eu lieu en grande partie pour interrompre le processus de normalisation qui était la suite des accords d'Abraham, normalisation entre Israël et un certain nombre de pays de la région, qui devait se couronner par l'officialisation des liens entre l'Arabie saoudite et Israël. Donc c'est pour interrompre ce processus-là qui faisait que on était en train de passer par pertes et profits le traitement de la question palestinienne. Bon. C'est pour ça, à mon avis, c'est un des grands mobiles de cette attaque du 7 octobre. Donc Trump vient de dire, mais écoutez, moi, si je reviens au pouvoir, Biden est en train d'abandonner Israël. Voilà, donc il fait référence à ce que je viens de vous expliquer, cette difficulté de l'administration actuelle. Et donc il est en train d'abandonner Israël. Moi, je vais bien sûr reprendre la relation en main. Je vais reprendre les accords d'Abraham et peut-être même que l'Iran pourrait les rejoindre. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, c'est une demi-phrase, mais très lourde de sens et, à mon avis, d'intelligence d'ailleurs, de situation. Parce qu'évidemment, ce qu'il faut viser dans cette région, du point de vue des intérêts américains, mais aussi du point de vue des intérêts israéliens, c'est un apaisement global. Il faut essayer de retrouver un niveau de tension acceptable, voire même des rapprochements entre Israël et l'Iran, entre Israël et l'Arabie saoudite, bien sûr, mais ça c'est en cours. Bon, ce qui suppose de trouver aussi une issue à la question palestinienne, et ça va être une autre paire de manches. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que Trump se situe, lui, dans une dynamique assez out of the box, si j'ose dire. Hein. Il pense vraiment hors des sentiers battus, ou en tout cas, on lui conseille peut-être de dire cela. Mais c'est très intéressant, si les États-Unis parvenaient à lier
à faire cette double normalisation, c'est-à-dire Israël, pays arabe, et pays arabe, Iran, même triple en fait, et Israël, Iran, là ce serait carton plein pour l'Amérique, et ce serait une très grosse reprise d'influence dans une région où les États-Unis ont, comme vous le savez, quand même de grosses difficultés après leurs interventions extrêmement destructrices, notamment en Irak et en Libye, mais aussi en Syrie. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là, malheureusement. Il y a toujours un risque de désastre humanitaire. Il y a de très lourdes pertes israéliennes quand même. Hein. On parle de plus de 1200 véhicules blindés. On parle de plusieurs centaines, voire même au-delà du millier de soldats israéliens hors de combat. Et on parle surtout d'une armée qui a des forces morales un peu usées, qui n'est pas préparée à un affrontement de grande ampleur. Or, si ça continue, c'est contre le Hezbollah et pas seulement contre le Hamas qu'Israël pourrait être amené à se battre. Et là, ce sera une autre affaire. Le Hezbollah, ça n'est pas le Hamas. Ils l'ont déjà montré en 2006. Il n'est pas du tout certain que ça se passe militairement bien pour Israël si l'affrontement devait au-delà des déclarations martiales sur le thème on va envahir le Liban si nécessaire, etc. Mais si cet affrontement se déclare vraiment et commence à se développer véritablement au Liban, là, ce sera très compliqué pour Israël. Donc, voilà, il y a quand même un rapport de force qui, en fait, n'est pas si favorable, puisque l'axe de la résistance, qu'on appelle l'axe de la résistance, qui est un axe informel, mais malgré tout très concret, entre l'Iran, entre le Hamas, entre la Syrie, entre le Hezbollah au Liban, entre d'autres factions armées palestiniennes, entre les Houthis d'Ansarallah au Yémen, entre les milices chiites irakiennes, tout ça, c'est ce fameux axe de la résistance qui a une vision très claire de la guerre à mener et de l'impossibilité pour Israël de l'emporter d'une façon ou d'une autre. Donc on est vraiment, je pense, effectivement sur une ligne de crête. Ça va beaucoup dépendre de ce qui va se passer aux États-Unis et de la manière dont Biden va gérer. Et puis après, si jamais le pouvoir change et que c'est Donald Trump qui arrive, on peut espérer peut-être que même dans le cadre d'une négociation beaucoup plus globale, avec éventuellement la Russie, parce que la Russie a maintenant des positions importantes au Moyen-Orient, diplomatiques, mais pas seulement, on pourrait arriver peut-être à une forme d'apaisement que moi, évidemment, j'appelle de mes voeux. Ça, c'était pour le Moyen-Orient. Et maintenant, je vais quand même vous parler un peu d'Europe, parce que malgré tout, il se passe quand même beaucoup de choses. Je vais commencer par une nouvelle que peut-être vous n'avez pas vue, parce qu'elle est passée très très en dessous du radar. C'est les États-Unis qui demandent à la Chine et à la Russie des négociations immédiates, sans conditions préalables, sur le contrôle des armements. Alors, bon, première réaction, on se dit « Ah, enfin, ils ont compris la gravité de la situation et ils veulent reprendre langue sur un sujet cardinal qui est quand même les grands équilibres d'armement et de sécurité, pas seulement en Europe d'ailleurs, le contrôle des armements, ça touche tout. Donc ils se rendent compte qu'il y a une avancée, voire même une supériorité dans certains domaines, en tout cas de la Russie. Il y a évidemment une montée en puissance très importante de la Chine au plan militaire. Et donc, il faudrait quand même gérer tout ça de manière à peu près intelligente, entre gens raisonnables. Il y a une autre interprétation face à cette déclaration. C'est une manière de se donner le beau rôle et de dire « mais regardez, nous on veut négocier avec les Chinois et les Russes », mais ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Alors, je ne sais pas si la Russie n'en veut pas. Ce qui est clair, c'est qu'il y avait eu quand même quelques réactions russes il y a quelques temps
quand les Américains avaient déjà proposé, alors c'était dans le domaine nucléaire, je crois que c'était des installations, ils avaient proposé de venir vérifier certaines installations nucléaires en Russie, et les responsables russes leur avaient quand même fait remarquer que l'OTAN, et donc les États-Unis, étaient de facto en train de mener une guerre à la Russie, certes via leur proxy ukrainien, mais que, en tout cas, c'était clair, c'était net, c'était sans ambiguïté. Il y avait donc un affrontement en cours et que c'était bien gentil, mais on ne pouvait pas être totalement, totalement schizophrène et faire la guerre d'un côté tout en disant aux autres « mais j'ai le droit de venir sur votre territoire, inspecter vos installations ». Ça paraissait quand même un peu délirant. Donc il y avait déjà eu cette réaction russe. Là, je ne sais pas, je ne connais pas les réactions russes officielles, en tout cas, qui ont été données. En revanche, enfin, je ne sais plus si c'est Lavrov ou Peskov qui a dit que la Russie discutera naturellement de la sécurité en Europe avec les États-Unis à un moment donné. Bon, ça, c'est toujours la même chose. On sait que la Russie considère que c'est avec l'Amérique qu'il faut discuter et pas avec l'Europe. Bon, de la sécurité en Europe. Ce qui est assez logique et ce qui est assez logique si on se replace déjà dans la perspective historique, parce que ça a toujours été comme ça. On sait bien que l'Europe est vassale stratégiquement et que donc ça passe par Washington, les grands équilibres. Donc, elle n'a pas botté totalement, elle n'a pas vraiment, comment dirais-je, bouté cette proposition, mais enfin, elle a dit oui, à un moment donné, peut-être. Et quant aux Chinois, ils ont fait une déclaration amusante, ils ont dit « Washington devrait mettre un terme à la diplomatie du microphone ». Alors, est-ce que ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Chinois ont été espionnés et que peut-être on s'est rendu compte qu'eux aussi se disaient qu'il serait temps de remettre en place un peu de sécurité globale et de contrôle des armements. Qu'est-ce que c'est que ce microphone? Est-ce que c'est juste faire des déclarations au lieu de prendre son téléphone et de discuter sérieusement de choses sérieuses avec les gens au bon niveau? Voilà, c'est encore difficile de le dire, mais c'est intéressant. Et c'est en tout cas intéressant, malgré tout, de voir que les États-Unis ont une forme de conscience que certains grands équilibres pourraient bien être en train de leur échapper. Équilibre sécuritaire. Et qu'il faut quand même s'assurer qu'entre grandes personnes, n'est-ce pas, on discute des choses sérieuses. Bon. En tout cas, ce qui est clair, c'est que comment dirais-je, le lien stratégique, le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, lui, va très bien. D'abord, les deux présidents vont se voir en mai, je crois, avant la visite possible d'Emmanuel Macron en Chine ou de Xi Jinping en France, je ne sais plus, mais je crois que c'est Emmanuel Macron qui va en Chine. Il y a le porte-parole du ministère de la Défense chinois qui a dit, et ça c'est quand même pas rien, qui a dit, j'espère qu'on a bien écouté à Washington et aussi à Bruxelles et à Paris et partout, la Chine est prête à intervenir militairement n'importe où si les États-Unis ou l'OTAN attaquaient militairement la Russie. Voilà. Petite déclaration que naturellement on ne vous donne pas ici, il faut vraiment suivre un peu l'actualité internationale. Et quant à Poutine, il a dit que dans le discours de sa réélection, je crois, il a dit que Taïwan appartenait évidemment à la Chine, que ce n'était pas contestable, c'était indiscutable, et que toute tentative de provoquer la déstabilisation, d'essayer de les séparer, enfin de faire quoi que ce soit, était vouée à un échec total, ce qui est une marque évidemment de la réaffirmation de la confiance qu'il a dans la force, la puissance et l'intelligence chinoise, mais aussi, on peut l'interpréter comme ça, une manière de dire échec total, c'est-à-dire que on sera là aussi, voilà. Alors, pendant ce temps, pendant que les grands se parlent, n'est-ce pas, en Ukraine, c'est toujours le désastre.
On est toujours dans une situation militaire très très compliquée. Les attaques ukrainiennes de type terroriste sur des populations civiles se poursuivent, notamment au nord de Zaporizhia, dans la région de Belgorod. Il y a encore une dizaine de morts civiles. Le recrutement est dramatique. En fait, il y a énormément de désertions. Le recrutement se fait littéralement au lasso maintenant, si vous voulez. Donc ça fait mauvais effet. En Russie, il y a entre 20 et 30 000 volontaires par mois. Et en Ukraine, on est obligé de les enfermer dans des camionnettes après les avoir tabassés pour les envoyer au front. Donc il y a un vrai sujet. Je ne parle même pas des munitions, où là c'est quasiment à sec. Donc le gros danger, c'est l'effondrement de la ligne de front ukrainienne et à ce moment-là, une possible avancée russe. Bon. On continue à dire qu'on va aider l'Ukraine, qu'on va faire de la coproduction industrielle en matière d'armement, ça c'est pour nous, n'est-ce pas? La France a tenu un sommet la semaine dernière avec l'Allemagne et la Pologne pour dire donc justement qu'il y aurait cette activité industrielle commune, etc. Nous avons le secrétaire général de l'OTAN qui s'est déplacé en Arménie pour assurer l'Arménie du soutien de l'Alliance. Mais en fait, derrière tout ça, c'est bien sûr l'entreprise de déstabilisation de la Russie via le Caucase Nord, donc Arménie, Géorgie, voire Azerbaïdjan dans ses rêves, voilà. Donc il y a toujours cette logique d'affaiblissement progressif, mais évidemment les moyens pour l'instant font un peu défaut. Vladimir Poutine a évidemment compris, hein, et lui, il fait des grandes déclarations sur l'intégration qui devrait se poursuivre et s'approfondir entre les BRICS et les organisations eurasiatiques, notamment la communauté économique européenne eurasiatique, à laquelle appartient l'Arménie, by the way. Il explique qu'il va falloir faire une coopération entre les systèmes de paiement bancaire. Bref, il est en train de montrer combien l'intégration eurasiatique bat son plein, en fait, pendant qu'on fait les idiots en Ukraine et qu'on ne veut pas faire la paix et qu'on ne veut pas trouver une solution. La bascule du monde, elle, se poursuit à bon rythme. Et voilà, d'une certaine manière, ça devrait là aussi nous ouvrir les yeux. Il a expliqué, concernant l'Ukraine, qu'il y aurait bientôt une ligne ferroviaire qui partirait de Rostov-sur-le-Don via Donetsk, Mariupol, Berdiansk, etc., et qui irait jusqu'à Sébastopol, en Crimée, ce qui, évidemment, comme il dit, serait une alternative au pont de Crimée. Suivez mon regard, si vous voulez le bombarder, si vous pensez que c'est très utile, à supposer que vous y arriviez, n'est-ce pas? Voilà, c'est le message aux Allemands et aux autres, et aux Ukrainiens. Donc il y a une espèce, non pas de triomphalisme, mais enfin un peu de satisfaction de dire nous on continue de faire ce qu'on a à faire. Et pendant ce temps, le chef des services extérieurs de renseignement russe, Naryshkin, vient de révéler qu'il y avait 2000 soldats français en partance pour l'Est, c'est-à-dire pour la Roumanie et même probablement pour la Moldavie. Alors, c'est un secret de polichinelle, là. En plus, nous avons un CEMA et un CEMAT, un chef d'état-major de l'armée de terre et un chef d'état-major des armées qui ont dit que la France se préparait à des engagements très durs, voilà, que nous étions prêts. Nous étions en train de nous préparer, en tout cas. Et en même temps, il y a, je crois, le ministre de la Défense français qui a démenti cette information des services russes. Bon, tout ça, c'est un peu ridicule. Il semblerait bien qu'il y ait des forces françaises de ce volant, enfin 2000 hommes, qui soient effectivement en train de se mettre en fait en protection, si on peut dire, vers le sud,
évidemment dans la perspective de problèmes ou de provocations à Odessa. J'espère que les Français ont compris qu'à partir du moment où ils envoyaient 2000 hommes, ça devient des cibles légitimes et assez prioritaires, à vrai dire, pour les forces russes. Alors, quel est le scénario en tête dans l'état-major français? Je n'en sais rien. J'espère qu'il ne s'agirait pas de faire des attaques préemptives, je ne sais pas moi, sur la Transnistrie. J'espère que non, parce que là ce serait de la folie douce. Je pense que ce serait plutôt d'être capable d'agir en réaction. Vous savez que la France quand même, certes notre armée est échantillonnaire, comme on le dit tristement, mais enfin on peut quand même déployer en 30 jours à peu près 20 000 hommes. On a la capacité, enfin on est nation cadre, donc on a la capacité d'entrer en premier dans un territoire, et nation cadre, ça veut dire d'encadrer d'autres forces multinationales à hauteur de 60 000 hommes. Donc c'est pas totalement négligeable, mais la question c'est en quoi la Russie menace-t-elle la France? C'est toujours, j'attends moi toujours qu'on réponde à cette question, et en quoi est-il de l'intérêt de la France de se mettre à ce moment-là, en ce moment même, en appui des forces ukrainiennes de manière offensive. Ça me semble totalement toujours à contre-temps et à contre-emploi de nos intérêts. Mais c'est malgré tout ce que nous semblons vouloir faire. Nous avons signé un pacte de sécurité avec la Moldavie. Donc la Moldavie devient un peu une rampe de lancement vers l'Ukraine, si vous voulez. Alors est-ce que l'idée c'est de forcer les Russes à élargir, à distendre leurs forces? Est-ce que c'est donc de protéger le flanc ouest en fait de la mer Noire avec d'autres forces, probablement, pas seulement françaises. On peut imaginer qu'il y aura des Britanniques, bien sûr, des Polonais, des Lituaniens, peut-être des Allemands aussi, d'où le récent sommet, je ne sais pas. En tout cas, c'est clair que ce soit les déclarations de notre président Emmanuel Macron ou ces déploiements, enfin ces actions très concrètes, ça traduit une certaine panique, à mon avis, et surtout une crainte que le front ukrainien ne s'écroule et que l'avancée russe puisse se déclencher d'ici peu de temps finalement. Je pense que nous prenons des risques énormes et totalement inutiles, à vrai dire. Risque bien sûr d'avoir beaucoup de morts, beaucoup de casualties, comme on dit. Alors, c'est intéressant de voir la réaction de Moscou, enfin la réaction de Poutine, de Vladimir Poutine, qui a dit dans son discours de réélection, vous savez, tout n'est pas perdu pour la France, elle peut encore jouer un rôle utile pour la paix. J'imagine qu'on a écouté cela à l'Élysée, on l'a peut-être pris simplement comme une rodomontade russe ou alors une tentative d'enfoncer un coin dans l'unité européenne, puisqu'il paraît qu'il y a une unité européenne. Je pense que c'est peut-être une main tendue qu'on devrait peut-être saisir, au moins prendre un petit doigt, ou deux doigts peut-être, parce que c'est assez intéressant que la Russie, qui est donc en position de force, dise cela maintenant et nous offre une porte de sortie, en fait, au délire martial et comment dirais-je, combattant, exprimé par le président de la République, son Premier ministre, son ministre des Affaires étrangères, etc. Enfin, on s'est mis littéralement au service de Volodymyr Zelensky. Je pense que voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il ne faudrait pas négliger, parce que sinon le scénario va être compliqué. Si les Russes avancent vers Odessa, si on se met nous en bouclier, c'est assez dangereux.
Alors vous me direz, ça peut donner la base, et c'est sans doute ce qu'imagine ou ce qu'espère le président français, la base d'une négociation, en fait. Pourquoi pas? D'un cessez-le-feu et de la définition d'un statut particulier pour la ville d'Odessa, parce que ça, je pense que ça reste un sujet pour la Russie et aussi pour les Occidentaux et bien sûr pour l'Ukraine. Mais ça ne va pas empêcher Vladimir Poutine de faire ce dont il a parlé dans ce même discours de réélection et qui est très important parce que c'est bon, moi j'en parle depuis longtemps, mais ça va se faire. Il a parlé d'établir une zone qu'il appelle sanitaire, ce qui laisse penser que l'autre partie de l'Ukraine est malade, une zone sanitaire en Ukraine entre les parties désormais sous contrôle russe et l'Ukraine, je dirais résiduelle, l'Ukraine de l'Ouest, en tout cas les parties qui sont encore sous le contrôle du régime de Kiev. Donc une zone sanitaire, c'est-à-dire une zone tampon en fait, une buffer zone, qui permettrait à la Russie de ne pas être à portée des armements actuellement, c'est ce qu'il a dit, actuellement utilisés, qui sont des armements occidentaux, a-t-il dit, des armements de l'OTAN. Voilà, donc il ne se fait pas d'illusions, mais il a clairement exprimé ce qu'il voulait faire et ce qu'il allait sans doute faire. Donc on va vers une partition en fait de l'Ukraine, partition asymétrique. Je pense que le sort d'Odessa reste très important parce que prendre Odessa pour la Russie, ça veut dire fermer l'Ukraine complètement à la mer. Et ça, pour les Occidentaux, ce sera très difficile. Donc, est-ce qu'il ne faut pas chercher un statut central, un statut neutre? Je ne sais pas. Je terminerai sur les réactions à la réélection de Vladimir Poutine. Bon, vous savez tous que cette réélection a été quand même assez triomphale. 87%, 77% de participation, près de 99% dans les armées, parce qu'en Russie, les armées votent à part. Donc on peut voir que 99% des forces armées, enfin des votes exprimés dans les forces armées russes, se sont portés sur sa candidature. Vous me direz, il n'y a pas d'autres candidats, c'est pas une démocratie, etc. Enfin, néanmoins, je trouve que les réactions occidentales sont quand même assez pathétiques, parce qu'elles sont assez enfantines, parce que ça revient à dire, en fait, que 87% des votants russes sont soit sous pression, soit idiots, soit mauvais, soit... Enfin, quand on explique qu'on soutient le peuple russe et qu'on en a juste au pouvoir russe, qu'on en veut juste au pouvoir russe, et qu'après on fait ce genre de déclaration, ça prouve vraiment qu'on est dans une réalité alternative, qu'on vit dans un autre monde et qu'on ne comprend rien à l'esprit des peuples et à la puissance de la cohésion populaire derrière un dirigeant dont on peut penser ce qu'on veut, mais dont on ne peut pas dire qu'il ne soit pas représentatif. Il faut quand même arrêter de raconter n'importe quoi. Et surtout, il faudrait en tirer des conclusions. Voilà, des conclusions dans justement la solidité politique et donc la nécessité de trouver des formes de dialogue et de négociation avec la Russie de Vladimir Poutine. Voilà, il est là. D'ailleurs, Washington l'a dit, la réalité, c'est que Vladimir Poutine est le président de la Fédération de Russie et nous agirons sur cette base. Voilà ce qu'ont dit les Américains. Ils ont aussi dit que les élections ne s'étaient pas faites dans de bonnes conditions quand on sait comment marchent les élections aux États-Unis. Moi, je me souviens quand même de l'élection de George W. Bush et celle de Biden en 2020. Bon, enfin, bref, voilà. Donc, on a tous exprimé notre suspicion, notre rejet, en fait, du processus démocratique en Russie, qui est évidemment imparfait. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas poutinolate, pro-russe ou je ne sais quoi. Évidemment. Il y a notamment en Russie une forte incitation à voter. C'est-à-dire, on veut que les gens votent parce qu'en fait, c'est une forme de légitimité. Après, ils votent, a priori, ils ont le choix malgré tout. Il y a quand même
Certes, il y a une certaine contrainte sur le monde politique russe, mais enfin, là, on parle de 87%. Donc, on parle d'un pays qui est en guerre et qui est complètement rallié derrière son dirigeant. Est-ce que l'Ukraine, aujourd'hui, peut en dire autant? Je n'en sais rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'élection, qu'il n'y a plus de parti et qu'il n'y a plus de presse en Ukraine. Comme ça, on est sûr que c'est une démocratie très particulière. Mais enfin... voilà, donc on est, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir que, à part l'Occident, le monde entier a félicité Vladimir Poutine. Non seulement les très grandes, importantes puissances, mais toutes les puissances africaines, une grande partie de l'Amérique latine, l'Asie, enfin, donc quand même, il faut se rendre compte que c'est nous qui sommes isolés. Alors évidemment, ici, on vit sous cloche. En France et même en Europe, on vit sous cloche. On vit en s'écoutant parler, en échangeant nos avis, notre surplomb moral, etc., etc. Mais on ne se rend pas compte que le reste du monde ne pense pas du tout comme nous. Ni sur la Russie, ni sur l'Ukraine, ni sur la Chine, ni sur plein de choses, ni sur le Moyen-Orient. Donc il faut quand même, à un moment donné, peut-être se réveiller. Je rappelle aussi que les États-Unis viennent de se faire chasser, enfin ils vont partir du Niger où ils croyaient pouvoir rester avec leurs 1000 hommes. Comme ça, voilà, on considérait que ça suffisait, que l'ingérence suffisait, que ça ne servait plus à rien, etc. Donc on a une incapacité, et je terminerai là-dessus, à comprendre le ressentiment d'une grande partie du monde face à notre prétention au surplomb moral et politique. Et c'est la victoire, je l'ai déjà dit, je crois, dans une émission, et puis je l'ai dit dans plusieurs interventions, c'est ça la grande victoire de la Russie, de Vladimir Poutine et de Vladimir Poutine. C'est qu'il a réussi à démontrer qu'il était possible de résister et de gagner face à l'Occident. Alors, il y a plein de difficultés, ce n'est pas fini, c'est un combat permanent, c'est un combat dangereux, il y a des hauts et des bas, très bien. Mais pour l'instant, il y a quand même pas mal de hauts. Et donc, nous, on n'arrive pas, on s'étouffe de rage, quoi. Et notre seule réponse à cette évidence géopolitique, qui est un énorme phénomène géopolitique, il faut qu'on comprenne absolument, sinon on va tous, c'est nous qui allons décliner de manière drastique. Donc, au lieu de comprendre ça, nous, on reste dans la grille de lecture morale, en disant, en niant cette légitimité de ce nouveau monde, de cette diversité, de cette multipolarité, de tout ce qui ne correspond pas à ce qu'on souhaite, à ce qu'on veut. On n'arrive pas à comprendre que la période coloniale, c'est fini, ça n'est plus supporté, et les comportements coloniaux ne sont plus supportés, et ça va, c'est valable au Moyen-Orient aussi, c'est valable partout. Et ça, on ne veut pas, en fait, l'admettre, et on a bien tort, parce qu'on pourrait restaurer des relations, y compris en Afrique, et y compris avec la Russie, si on arrêtait de juste prétendre détenir le Saint Graal et d'être les parangons des vertus universelles. Ce n'est pas vrai, nous sommes nous-mêmes, nous avons fait des tonnes d'interventions absolument illégitimes, illégales, humainement extraordinairement destructrices, etc. Donc le double standard vraiment ne marche pas. Si j'ai un message à donner à tout le monde d'ailleurs, en France, à ceux qui me critiquent, au pouvoir, c'est il faut arrêter avec ce double standard parce que ça nous dessert. Ça ne nous sert pas, si encore ça nous servait d'être hypocrite et d'être cynique. Mais ça ne nous sert absolument pas, et pendant ce temps, le monde se réorganise sans nous et contre nous. Donc c'est quand même, c'est important de se rendre compte de ça. La Chine, là par exemple, vient de redire ce qui est une évidence, mais ça n'a pas l'air d'être une évidence en Occident, qu'elle ne participera pas à aucune conférence de la paix sur l'Ukraine où il n'y aurait pas la Russie. Bon, ça va de soi. Une conférence de la paix, c'est pour faire la paix entre des adversaires.
si vous dites à un adversaire qu'il ne peut pas être là parce qu'il est le méchant, hein, qu'il soit le méchant ou le bon d'ailleurs, ou le moyen, ou je ne sais quoi, ça n'a juste aucun intérêt, ça n'a aucune portée, c'est sans objet. Voilà. Donc, la lecture moralisatrice, pleine de moraline, comme on dit, dogmatique, unilatérale, colonialiste, tout ça, c'est terminé, il faut arrêter. On arrive, on ne lit rien, on est complètement borgne, aveugle, myope, et il faut vraiment changer notre fusil d'épaule, si j'ose dire, et rechercher les voies du dialogue, y compris avec la puissance russe aujourd'hui, dans le cadre de l'Ukraine, et pour le bien de ce qui reste de cette malheureuse Ukraine. Et nous ne sommes pas pour rien dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Voilà. Je terminerai en vous disant que si on arrive à en finir avec cette démarche punitive unilatérale, on aura fait un grand pas vers le courage de la paix. C'est une question d'état d'esprit essentiellement. Je vous remercie de votre attention. Je vous laisse là-dessus. Je vous demande de liker, de partager, de vous inscrire. Et si vous le souhaitez, de nous donner quelques euros, ou plein d'euros si vous voulez, sur la cagnotte Tipeee, qui se trouve en fait, alors moi-même je trouve que c'est assez compliqué, mais enfin, si vous prenez le titre en fait de cette vidéo ou d'une autre, vous arrivez dans un truc qui s'appelle la description, non pas de la chaîne, mais de l'émission en question. Et en bas, il y a « Soutenez PEGER ». Voilà. Donc, soutenez PEGER. Ça me fera grand plaisir et surtout, ça nous aidera beaucoup. Merci, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.